On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Gauthier Rywinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir Raphaël. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Qui titre ce mois-ci sur l'Afrique dans le monde et sur Bola Tinubu, faiseur de roi devenu président au Nigeria. Au sommaire, ce soir, il appelle, lui, les Occidentaux à se montrer beaucoup plus ambitieux envers l'Ukraine. Emmanuel Macron réclame des garanties de sécurité tangibles et crédibles pour Kiev à l'OTAN. Le président français qui, dans un discours au Forum de sécurité à Bratislava, juge indispensable un pilier européen au sein de l'OTAN. Ouverture d'un dialogue national au Sénégal, Macky Sall qui convie les partis d'opposition avec évidemment en ligne de mire la présidentielle de février 2024 et à la veille du verdict tant attendu dans le procès pour viol à l'encontre de l'opposant Ousmane Sonko. On en parle tout de suite, on va plus loin. Des enfants évacués des localités proches de l'Ukraine. La Russie semble prendre au sérieux la menace de nouvelles incursions sur son territoire, comme ces drones kamikazes hier à Moscou ou les attaques contre des raffineries. Les détails avec Romain Michelot. Voici ce qu'il resterait de cet élevage de volailles, situé à Karpaty, dans la région de Louhansk en Ukraine, envahi par les Russes. Un toit criblé d'impacts, le site a été bombardé et il y aurait plusieurs victimes selon Moscou. En Russie, cette fois, c'est la raffinerie d'Afipski qui a été visée dans la nuit. Ces dernières heures, les attaques en territoire russe se multiplient. La raffinerie d'Afipski, mais aussi celle d'Ilski dans cette même région ont été touchées. Plus au nord, c'est la ville de Chebekino dans la région de Belgorod qui a été prise pour cible. Cette nuit, ou plutôt ce matin vers 3h15, il y a eu une attaque de missiles massive sur Chebekino. Beaucoup de destruction, des immeubles, des maisons, des voitures ont brûlé, 4 personnes ont été blessées. Elles sont en train d'être soignées. Dieu merci, personne n'est mort. Dans cette même région frontalière de l'Ukraine, les autorités ont même annoncé évacuer des enfants face aux bombardements de plus en plus fréquents. Ce mardi, c'était la capitale russe Moscou qui était visée par des attaques de drones sur des bâtiments d'habitation. Une provocation selon le Kremlin qui assure avoir la main sur la situation. Nous sommes inquiets de cette situation. Les bombardements des infrastructures civiles continuent et nous n'avons entendu aucune condamnation de la part des pays occidentaux. De son côté, l'Ukraine n'a pas officiellement revendiqué ces frappes. Kiev fait l'objet d'attaques intenses et massives de missiles et de drones ces derniers jours. Les autorités affirment que la capitale a subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre cette semaine. Et à Moscou, vous vous trouvez pour France 24. Comment vit-on cette nouvelle menace venue du ciel, Julien Colling ? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une stupeur qui règne un petit peu à Moscou désormais au sein de la population. Évidemment, depuis le début du conflit en Ukraine, pour l'instant, les moscovites surtout vivaient un peu dans une sorte de bulle, si vous voulez, un peu coupés de tout ça, souhaitant aussi se cacher les yeux par rapport à donc ce qui se passait en Ukraine, car on sait qu'évidemment c'est vécu de manière assez difficile par les Russes tout de même ce conflit qui les concerne. Et donc c'est un peu, si vous voulez, le temps de l'insouciance et de l'innocence qui est un peu terminé à Moscou entre guillemets, puisque jusqu'à présent il n'y avait pas eu réellement de menaces de ce style sur Moscou, mais depuis le début mai, eh bien vous vous en souvenez, déjà 2 drones avaient survolé le Kremlin donc au début du mois, qui n'avaient pas du tout été interceptés avant d'atteindre le centre de la capitale. Et donc désormais, eh bien, hier c'était effectivement un escadron de drones qui est arrivé jusqu'à la région de Moscou, et 3 même sont arrivés donc dans la capitale et ont tapé des bâtiments civils. Et donc évidemment c'est un choc ici. Les gens sur les réseaux sociaux, sur Telegram également, commencent un peu à se demander ce qui se passe et sont malgré eux eh bien impliqués dans cette guerre désormais. La guerre est un peu arrivée près de chez eux finalement. Et donc effectivement c'est un peu l'inquiétude qui monte, et on voit que les attaques, vous le disiez, autour de Belgorod également, près de la frontière russo-ukrainienne, se multiplient. Un village a été évacué hier, première fois que ça arrivait également, par le gouverneur de la région. Et donc tout ça commence à participer un peu d'une sorte de prise de conscience en fait de la part des Russes que voilà, c'est une vraie guerre qui les concerne aussi, et c'est possible que ces attaques se multiplient sur les semaines à venir sans doute. Donc sans doute que la psychose va un peu commencer à augmenter là-bas. On reconnaît cette menace au plus haut niveau. Il y a des réactions officielles ? Oui, alors vous avez vu sans doute la réaction de Vladimir Poutine hier, mais qui était assez curieuse, parce que Vladimir Poutine d'abord semble un petit peu se détacher un peu de tout ça depuis quelques semaines. Il est assez peu visible, il est assez absent du débat, et en Russie depuis le 9 mai, des célébrations qui étaient déjà au rabais un peu
avec une voilure réduite. Et Vladimir Poutine a eu une réaction assez curieuse en rappelant seulement l'historique du conflit avec l'Ukraine, en rappelant encore une fois les griefs contre l'Occident et compagnie, mais sans réellement prendre en compte et en parlant réellement de cette attaque et de ce qu'il comptait faire en fait pour sécuriser un peu plus tout ça et rassurer la population. Car pour l'instant, eh bien, il semblerait que les autorités russes semblent un peu démunies en fait et ne savent pas vraiment comment sécuriser cette frontière, d'abord près de Belgorod et dans les régions avoisinantes, mais aussi comment rassurer la population à Moscou, car encore une fois, eh bien, le fait que des drones arrivent aussi loin et en plein Moscou, c'est quelque chose d'assez choquant. Et donc, pour finir, on peut dire que Prigojine, encore une fois, Yevgeny Prigojine a lui tout de suite sauté sur l'occasion pour critiquer encore une fois donc les autorités russes et le ministère de la Défense pour ne pas savoir protéger sa population de manière adéquate. Et donc, il joue encore sa carte personnelle là-dessus, mais c'est un peu le seul, si vous voulez, Prigojine, qui dit un peu la vérité et qui dit ce qui se passe. Et pour l'instant, on a un peu du mal à voir comment la Russie pourrait se protéger plus de ces attaques de drones, car la sécurité anti-aérienne russe est encore, pour l'instant, encore en retard. En fait, il manque vraiment des unités. Et voilà, donc ça peut s'annoncer compliqué. Merci Julien Colling avec nous en direct de Moscou pour France 24. Et puis il y a aussi ces actes de sabotage de plus en plus nombreux en Russie où les trains déraillent, où les dépôts de munitions ou de carburant prennent feu. La peur est en train de changer de camp, Ziad Limam. Je ne sais pas, la peur c'est peut-être un petit peu fort, mais en tous les cas, chaque semaine qui passe montre à quel point on s'éloigne de l'objectif qui était fixé en février de l'année dernière. C'est l'opération spéciale. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on est loin, plus la guerre se déplace aux frontières de la Russie. On a quand même, au-delà du fait que c'est quand même très surprenant, ces drones qui peuvent faire 1000 km au-dessus du territoire russe sans être interceptés, sans qu'il y ait... Il y a probablement une défense aérienne, mais quand même que ça arrive jusqu'à Moscou, c'est très très impressionnant et ça envoie des messages multiples à la population russe. C'est-à-dire que non seulement on est en guerre, non seulement on peut être visé, et puis où est notre armée ? Je pense que moi, on serait à Moscou, on se dit, mais où est notre armée ? Où est notre défense aérienne ? Où sont nos patriotes à nous ? Etc. Et donc, il y a aussi cet effet-là qui joue. Je pense aussi que la population russe doit être un petit peu surprise par les discours à demi-teinte, complexes, entre Prigojine, Poutine, Peskov, Lavrov, qui disent tous des choses un peu différentes. Et franchement, on ne sent pas une espèce de centralité d'un État engagé dans une guerre avec un commander-in-chief, avec tout ça. Et je pense que du côté ukrainien, si c'est bien eux, parce que on en avait parlé, il y a des gens qui ont des théories du complot, peut-être que les Russes enverraient leurs propres drones sur eux-mêmes pour créer les conditions d'une mobilisation générale. Mais voilà, donc je pense que les Ukrainiens jouent aussi très bien ce côté de la guerre psychologique, c'est-à-dire avec des drones, encore, il faut le rappeler, c'est pas des missiles longue portée, c'est pas des capacités de détonation spectaculaires par rapport à ce que eux subissent, les fameux missiles Kinjal, voilà. Poignard. Voilà, les missiles poignards russes. Je pense que cet aspect de la guerre psychologique, c'est assez bien mené. Et le front euro-américain derrière l'Ukraine ne se fissure pas, au contraire. Le discours d'Emmanuel Macron, on en parlera peut-être tout à l'heure aujourd'hui, parle d'un engagement massif. Du côté américain, tant qu'il n'y a pas un changement de président, on ne voit pas comment ça pourrait changer. Et donc, on a un peu l'impression d'une Russie dans l'impasse et dans une sorte d'expectative, moi je dirais. Le front américain, justement, Washington, qui prend ses distances quand même avec ce type d'action sur le territoire russe, qui dit qu'elle ne les cautionne pas très clairement, Kiev d'ailleurs qui n'assume pas la responsabilité de ces actions, on a raison de nier toute responsabilité finalement dans ces atteintes à l'intégrité territoriale de la Russie d'une certaine manière. Vous voulez dire pour l'Occident, enfin pour les soutiens de l'Ukraine ? Du côté de l'Ukraine et de ses soutiens. Je sais pas, ça peut... Ou est-ce qu'au contraire, il faut assumer de porter la peur sur le territoire russe, les Russes ayant pris l'initiative de déclencher cette invasion ? Bon, je crois que le risque dans tout ça, et c'est peut-être pour ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ziad, le tout est de savoir comment Moscou va se dépatouiller de ces données. On a le sentiment, moi j'ai le sentiment qu'ils hésitent à choisir entre une victimisation qui pourrait devenir une aubaine pour dire aux Russes, vous voyez bien,
On vous avait dit que c'était des nazis à Kiev. Eh ben ils sont là. Ils envoient des petites... pour l'instant, c'est pas dramatique, mais ils sont là. Bon. D'où l'appellation de terrorisme, d'ailleurs. D'où l'appellation terroriste, exactement. Avec, un côté un peu hasardeux, parce que l'inverse peut être vrai. On peut dire, comme disait Ziad à l'instant, les Russes disent, mais attendez... ce type-là, il est au pouvoir parce qu'il est censé nous protéger à fond. Et là, en plein Moscou, on est potentiellement victime de drones qui viendraient, donc qui auraient franchi au moins 500 km, ou bien alors ce sont des gens à l'intérieur. Enfin, ça veut dire qu'il y a un os dans la moulinette, comme on dit vulgairement. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que la direction hésite, qu'il y a précisément quel que soit le choix fait par la direction russe, il semblerait qu'il pourrait y avoir une sorte de reflux ou d'inconvénient majeur. Mais pour répondre à votre question, ça veut peut-être ça prouve peut-être que justement l'intérêt ukrainien et occidental est de maintenir un maximum d'ambiguïté sur la chose. Simplement, moi, ce qui me frappe, c'est... ne pas piloter directement ces groupes et donc peut-être à se laisser déborder ces groupes qui opèrent sur le territoire russe. Oui, là je trouve... Alors je ne sais pas comment vous le dire, mais je trouve qu'on est beaucoup... on nous présente beaucoup de ces groupes dont on ne sait pas, sur le plan militaire, quel est la réelle... le caractère opérationnel. On sait politiquement à peu près où ça se situe, mais pour le reste, moi j'ai eu l'impression, en écoutant certaines déclarations par exemple du porte-parole de la Légion pour la liberté russe, qu'il s'agissait plutôt d'un... Je ne veux pas être médisant, mais d'un groupe de copains qui aiment bien sortir les armes et dire qu'ils sont pour la libération de la Russie. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous sert beaucoup de ces groupes-là, pour nous dire, au fond, peut-être tout cela, c'est une affaire entre gens qui s'imaginent défendre des idéaux, etc. J'ai l'impression que ce sont des mauvais pilotes, ces histoires de groupes. Je n'en sais rien, mais encore une fois, dans la rhétorique russe, ce que vous avez, c'est quand même une sorte de passivité. Souvenez-vous, on nous aurait dit il y a 5 mois, la moindre flamèche qui devait tomber sur le territoire russe, c'était la Lali. C'est le feu nucléaire, oui. Bon. Là, on est quand même extrêmement modeste. Alors, Poutine, je ne sais pas de son côté où il en est. Pardon, oui. Non, pardon. Non, mais voilà. Et donc, de l'autre côté, vous avez une déclaration qu'on a entendue, qui est celle de Peskov, qui est très intéressante parce qu'il dit « Je n'ai pas entendu de condamnation occidentale ». Ah bah oui, il faudrait qu'il aille voir à Kiev, à Bakhmout ou à Mariupol, ce que ça donne les attaques. Oui. Mais est-ce qu'il y a la tentation, là, de récupérer ce phénomène en se disant, ça nous met quand même enfin dans une posture de victime explicite et à la limite, même officiellement, condamnée par les États-Unis, puisque les États-Unis disent, on ne veut pas de cela. Je pense que les Américains, comme toujours, ils sont très habiles dans les zones grises. C'est-à-dire, officiellement, on vous a dit, s'il vous plaît, ne tapez pas sur le territoire russe. Après, officieusement... D'abord, encore une fois, on est dans un mode opératoire qui reste artisanal. Les Ukrainiens n'envoient pas des missiles Storm Shadow britanniques taper dans le territoire russe. Donc on est avant, le vrai problème avec les États-Unis. Donc je pense que tout ce qui aujourd'hui pose problème à la Russie est totalement accepté par les États-Unis et les alliés, tant qu'on ne dépasse pas certaines limites. On a identifié ce qui serait une ligne rouge en fait pour le Kremlin. L'usage d'un missile longue portée britannique Storm Shadow, par exemple, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui finirait 300 km avec des dégâts spectaculaires. Oui, ça, je pense que ça serait vraiment une discussion belligérance-cobelligérance, mais on a la même discussion avec les F-16. Est-ce que le fait de livrer des F-16 opérationnels à l'armée ukrainienne, est-ce qu'on est déjà dans la cobelligérance ? Tout ça, c'est un débat qu'on a depuis 1 an et demi. Mais on sent qu'il y a un glissement quand même dans le débat. Oui, mais on sent surtout que le camp occidental est prêt à pousser, et on sent, comme le disait Gauthier, ce qui sort un peu de la discussion, c'est qu'il y a une forme d'hésitation de l'autre côté, qui n'est pas totale. Je veux dire, l'Ukraine est sous une pluie de missiles comme il y a rarement eu depuis le début de la guerre. Ça tape tous les soirs sur plusieurs villes, ça va loin à l'ouest. Donc c'est pas non plus que la Russie est déstabilisée, mais
qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a cette offensive qu'on attend. Moi, je suis assez sidéré presque de la passivité, même communicationnelle de la Russie. C'est une offensive. C'est une offensive. Ils ont de leurs troupes. Ils peuvent parfaitement montrer un peu de muscle. Et non, il y a une espèce de. C'est peut-être pas la sidération, mais un moment on ne sait pas trop vers où aller. On va en venir au propos d'Emmanuel Macron, parce que sinon on va vraiment déraper au niveau du temps. Le président français qui appelle les Occidentaux à se montrer beaucoup plus ambitieux dans leur soutien à l'Ukraine, c'était lors d'un discours au Forum de sécurité régionale Globsec de Bratislava aujourd'hui. Écoutez. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Discours d'Emmanuel Macron. Nous devons donner à l'Ukraine les moyens d'empêcher toute nouvelle agression et nous devons inclure l'Ukraine dans un ensemble et une architecture de sécurité crédible, y compris pour nous-mêmes. C'est pourquoi je suis favorable, et ce sera l'objet des discussions collectives dans les prochaines semaines d'ici au sommet de Vilnius, mais de donner des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine. Pour deux raisons. L'Ukraine, aujourd'hui, protège l'Europe. Elle apporte des garanties de sécurité à l'Europe, de fait. Et la deuxième raison, c'est que l'Ukraine, aujourd'hui, est dotée de tellement d'armement que c'est notre intérêt qu'elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous, dans un cadre multilatéral, avec soit des soutiens multilatéraux, soit des soutiens bilatéraux. C'est ce que nous aurons à discuter. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux que nous ne le sommes parfois dans les discussions aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron? On peut se demander qu'a fait la France de plus que ses partenaires pour défendre l'Ukraine et la promouvoir au sein de l'Alliance et pour du coup aujourd'hui exiger de ses partenaires qu'ils aillent beaucoup plus loin. Je ne sais pas s'il l'exige. Oui. Enfin, je pense qu'il exprime une position relativement partagée, où il doit y avoir quelques nuances, mais la position relativement partagée, c'est qu'on ira jusqu'au bout, c'est qu'on demandera des garanties formelles de sécurité. On voit les paramètres d'une négociation possible s'il y avait une fragilité russe, c'est-à-dire en gros une Ukraine restaurée pratiquement dans ses frontières, peut-être la Crimée, yes, no, bon, c'est une discussion. Deuxièmement, des garanties formelles de sécurité. Alors, c'est pas l'OTAN, mais c'est pas loin. C'est garantie formelle de sécurité. Ça veut dire, c'est un article 5 peut-être, sans peut-être la coupole officielle de l'OTAN, mais article 5 quand même. La garantie implicite donc d'une sécurité commune pour l'Ukraine et puis aussi un pilier européen au sein de l'OTAN, une manière de rassurer les pays d'Europe centrale qui sont tentés depuis longtemps de sacrifier la défense européenne pour un partenariat exclusif avec les États-Unis. Gauthier ? D'ailleurs, c'est ce vers quoi la Pologne, par exemple, se dirige en grossissant son armée, en mettant plus de 2% du PIB sur l'évolution de la défense. Il y a quelque chose qui me semble quand même contradictoire dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que d'une part, il réaffirme effectivement cette volonté de défense européenne avec une autonomie. Et dans le même temps, il emploie des termes. Alors, vous allez voir, c'est assez comique quand même, cette tautologie sur le fait que nos voisins ne vont pas géographiquement déménager. Ça fait des mois qu'on entend ça. La Russie restera là où elle est et les frontières ne vont pas changer. Vous savez, ça, c'est exactement les arguments qu'ont employés pendant 20 ans diplomates, chercheurs, journalistes, qui refusaient systématiquement de voir que la nature du régime russe et de Vladimir Poutine était de nature potentiellement explosive un jour ou un autre. Donc il y a à la fois, on conserve une forme de tradition dans l'appréhension géopolitique des choses, et de l'autre, et c'est là que je vous rejoins, vous avez raison de dire, il s'agit de maintenir aussi avec ceux qui sont des atlantistes forcenés, une sorte d'équilibre. Le problème, c'est que justement, je crois que dans cette affaire ukrainienne, un certain nombre de gens ont compris qu'il y avait une forme de rupture à accepter et même à provoquer. Et là, alors je sais bien, il y a des raisons qui sont parfaitement entendables, mais je ne pense pas que dans l'immédiat, cela fasse avancer beaucoup les choses. On en vient à présent au Sénégal où le président Macky Sall donne le coup d'envoi d'un dialogue national à 9 mois de la présidentielle prévue en février 2024, alors que le pays est plongé en pleine tourmente par les démêlés judiciaires de l'opposant Ousmane Sonko. On va écouter d'abord le président qui s'est exprimé il y a un instant. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus.
C'est dire que ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix. À Dakar pour France 24, on est avec Sarah Sacco. Sarah, quel est l'objectif recherché par le pouvoir sénégalais et qui a répondu présent aussi à ce rendez-vous? Alors l'objectif, c'est Macky Sall qui l'a dit rapidement dans son allocution. Il a parlé de transcender le face-à-face entre le pouvoir et opposition, reprendre le dialogue et se concerter sur toutes les grandes questions nationales au-delà de la politique, a-t-il précisé. Il a parlé par exemple des ressources pétrolières, des conséquences de la guerre en Ukraine, du djihadisme qui sévit dans la région et bien sûr de l'élection présidentielle à venir avec par exemple un consensus à obtenir autour du code électoral. Il l'a dit, tous les sujets sont sur la table, à comprendre également celui du 3e mandat et aucune question n'est tabou. Il a condamné dans son discours les violences physiques, verbales, les discours haineux et a eu ce mot de fermeté. L'État est et restera debout pour protéger la nation. C'était donc le coup d'envoi de ce dialogue qui se tenait au palais présidentiel qui va durer 15 jours, qui réunit les forces vives de la nation, les partis politiques, les organisations de la société civile, le patronat, les religieux, mais certains absents brillent également à cette rencontre puisque ces assises sont boycottées par une partie de l'opposition et des poids lourds de l'opposition. Alors donc on peut noter déjà, alors on le sait, le F24, c'est cette coalition d'organisations politiques de la société civile qui compte notamment Yewwi Askanwi, le parti de Sonko et d'autres poids lourds sont absents. Était présent cet après-midi Khalifa Sall du parti Tahaou Sénégal qui appartient à Yewwi Askanwi et également au F24 et qui a dit « Moi, je suis là pour aborder toutes les questions ». Il a d'ailleurs évoqué la nécessité de parler du 3e mandat très rapidement. Il a parlé du problème des prisonniers dits politiques et des journalistes appréhendés. Khalifa Sall, qui, je le rappelle, est sous le coup d'une condamnation et qui est donc inéligible. Il y avait également le PDS, le Parti démocratique sénégalais, de l'ancien président Abdoulaye Wade, celui de Karim Wade également sous le coup d'une condamnation et donc inéligible. L'enjeu pour ces deux formations, c'est une modification du code électoral qui leur permettrait de participer à la prochaine présidentielle. Également présent Idrissa Seck, candidat déclaré à la présidentielle. Merci beaucoup, Sarah Sacco. Il y avait du monde, on l'a compris, puis il y avait des absents, notamment bien sûr Ousmane Sonko, parmi tant d'autres. Ziad Imam, c'est une initiative utile ou opportuniste, ne serait-ce que peut-être pour installer dans les esprits l'idée d'un 3e mandat. Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a un dialogue national, donc ça fait un peu partie des traditions sénégalaises. C'est à un moment effectivement assez crucial, puisqu'on est à quelques mois d'une élection qui a lieu en février prochain, où il y a un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire, d'abord, on a la possibilité d'une 3e candidature ou d'une 2e candidature dans le cadre de la réforme constitutionnelle du président, mais on ne sait pas. Il ne s'est pas décidé. On peut penser qu'il y pense beaucoup, mais on n'a pas de décision formelle. La deuxième chose, c'est l'affrontement presque frontal entre le camp présidentiel et le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, c'est assez notable parce que le PASTEF, Sonko, tout ça, on l'a dit sur ce plateau, c'est aussi un peu l'émergence d'un nouvel ADN politicien qu'on va voir un petit peu partout en Afrique, qui représente une partie de la population. Avec deux limites. La première, c'est que Ousmane Sonko a des problèmes en justice. Alors on peut dire que la justice est totalement aux mains de l'État, mais je pense quand même qu'il faut attendre un petit peu. Là encore, il nous manque une clé, c'est celle du jugement demain dans l'affaire du viol, mais il a une témoin à charge qui est quand même assez embêtante. Et la deuxième chose, c'est que Sonko est populaire, mais ce n'est pas toute l'opposition. Et donc on est dans un récit où c'est le président contre Sonko, mais en fait c'est une scène très ouverte. Il y a les gens de Khalifa Sall, il y a les gens de Karim Wade, d'Abdoulaye Wade qui sont là, il y a les gens d'Idrissa Seck, il y a Aminata Touré, il y a 30 ou 29 candidats déjà déclarés, et c'est une scène politique dont on oublie qu'elle est assez vivace en réalité. Il y a eu des élections législatives où le parti a obtenu, le parti présidentiel a une majorité très étroite, il y a des municipalités où il a perdu des grandes villes. Donc on n'est pas dans cette espèce... le côté dictature me gêne un peu. Le côté affrontement, c'est clair. Le côté combat politique, c'est clair. Et on a des éléments qui nous manquent. Donc je pense qu'il faut
voir les choses comme elles vont venir. Ce qui me frappe aussi, et je m'arrête parce que je vois que l'heure tourne, c'est, je pense que dans le dialogue national, il y a une tentative aussi de remettre des problématiques réelles sur la table. Que ça soit manipulé ou pas, j'en sais rien, mais parler du code électoral, parler des conditions de vote, parler de la situation économique, parler de l'impact, l'inflation, la guerre, le pétrole, tout ça, c'est des vraies discussions qui devraient être au centre du débat sénégalais. Opposition pouvoir, regardons ce qu'il propose, mais sortir de cette culture aussi un peu quand même de l'affrontement qui est un peu stérile. Créer un cadre qui permette, Gauthier, quoi qu'il arrive, de rendre l'élection de l'année prochaine et celui qui en sortira vainqueur légitime aux yeux des Sénégalais, c'est semble-t-il le but de ce dialogue. Mettre de côté du coup aussi cette forme de violence politique qui a émergé ces derniers jours avec les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko et les manifestations de ses partisans. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a dans cette opposition protéiforme sénégalaise, on retrouve, c'est ce que disait Sarah Sako quand même, on retrouve beaucoup de ceux qui sont considérés par les partisans d'Ousmane Sonko comme étant finalement, pas irrémédiablement compromis, mais en fait appartenant à une sorte de vieille classe politique sénégalaise. Ce contre quoi Ousmane Sonko se présenterait comme l'antéchrist, j'allais dire, comme la contradiction. Oui. Et donc, ce qui expliquerait que vous retrouviez effectivement Khalifa Sall, qui fait partie donc de ce dialogue, Idrissa Seck, qui avait été, si je me souviens bien, en quelque sorte, qui est venu au gouvernement à la demande de Macky Sall. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore d'autres mouvances, mais ce que je vois, et ça ne vient pas à l'encontre de ce qu'a dit Ziad Limam, mais je crois que ce qui se passe aussi, et ça n'est pas propre au Sénégal, c'est de se dire, il y a bien sûr toutes les problématiques que mérite le pays auquel il doit s'atteler, mais il y a aussi ce que représente Ousmane Sonko. Et le fait qu'il arrive à réunir autour de lui des gens qui, dans un pays comme le Sénégal, où il y a une vraie pratique de la démocratie, où il y a une vraie réflexion, que quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui représente, par exemple, sur le plan des femmes, c'est quand même la polygamie, c'est une revanche aussi par rapport, alors très bien, par rapport au colonialisme, mais sur un mode très identitaire, qui n'est pas un mode ouvert. C'est ça qui m'interroge, moi, par rapport justement à la situation des Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres oppositions de nature à susciter justement non seulement un dialogue, mais aussi une réflexion, mais aussi un travail comme celui qui peut être issu d'une rencontre comme celle du dialogue national, alors que là, manifestement, il y a une polarisation autour de Ousmane Sonko. C'est les paradoxes de la politique. Ousmane Sonko, c'est à la fois populaire, c'est à la fois réactionnaire et c'est à la fois un des alliés de la France insoumise. Donc on voit bien le grand 90 degrés. Une dernière phrase et je m'arrête. Tout ça, in fine, il y aura des élections en février. Si c'est des élections ouvertes, comme l'a dit le président, je crois, aujourd'hui, il faut des élections ouvertes. Si c'est des élections ouvertes et libres, on est dans un cas. Si ce n'est pas le cas, on est dans un autre cas. Merci Ziad Limam, merci Gauthier Ribinski. On reviendra ou pas Oui, voilà. Et puis nous, on ne reviendra pas si on continue. On va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal. Caleño, un artiste RFI Talent. No quieren todo fácil, todos quieren la misma receta, la misma salsa, el mismo jugo, los consejos buenos de la abuela. Si no lo escucha, Découvrez Rente Fina, le nouveau clip du chanteur franco-colombien. El arrocito de la marquesina, o el arrocito para la gente fina, o el arrocito para la gente fina.